Bonjour tout le monde! Donc, comme je vous ai dit, j'allais vous faire une vidéo concernant le chapitre d'aujourd'hui, qui est en fait le chapitre numéro 9, soit la comptabilité et la finance. Vous pouvez l'avoir d'ailleurs dans votre manuel, si jamais vous voulez suivre à partir de là. Sinon, je vous fournirai la présentation PowerPoint. Donc, chapitre 9, la comptabilité et la finance. J'imagine que ça va en intéresser plusieurs d'entre vous. Donc, sur ce, je commence. Euh, donc, premièrement, c'est quoi la fonction de la comptabilité puis de la finance? Bien, premièrement, c'est de recenser, classer, traiter, puis d'enregistrer les données qui ont rapport aux opérations de l'entreprise. On peut parler des entrées d'argent, des sorties d'argent, des transferts d'argent à travers l'entreprise aussi. C'est en fait de s'assurer de classer ces informations-là et non seulement de les classer pour la partie qui est faite, mais aussi de prévoir et planifier les parties qui s'en viennent. C'est communiquer l'information et ça de façon le plus standard, le plus fidèle, puis le plus fiable. Et ça, non seulement, ici, il indique aux personnes intéressées, mais je dirais aux personnes concernées qui est le plus important. Donc, c'est pas l'information qui doit être distribuée à tout le monde, mais plutôt aux personnes qui doivent vraiment avoir accès aux infos. Aider la prise de décision nécessairement. Donc, comme je parlais de planification tantôt, ça fait partie de ça. Donc, d'être capable de dire voici les chiffres. Et si j'essaie de voir dans les prochains mois, dans le moyen, long terme, court terme, on verra en particulier, mais c'est pas grave, d'arriver à voir et à utiliser ces chiffres-là pour eux autres, ils appellent ça le pilotage de l'entreprise, mais pour n'importe quel projet que vous pouvez avoir au sein de l'entreprise. Donc, on a ce qu'on appelle la comptabilité générale. On dit que c'est utilisé autant pour des utilisateurs internes que externes de l'entreprise. En fait, c'est ce qu'on appelle, entre autres, c'est les états financiers font d'ailleurs partie de la comptabilité générale. Et finalement, on a la comptabilité qu'on appelle plus la comptabilité de gestion, qui en fait est une forme de comptabilité qui est vraiment spécifique à l'entreprise, qui va vraiment aider à aller prendre des décisions puis à analyser les situations dans le but d'essayer de s'améliorer. Dans l'information comptable, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a le département de la comptabilité qui utilise les données, mais en plus de ça, il y a des gens à l'extérieur qui peuvent avoir besoin de ces informations-là. On peut parler d'investisseurs. Donc, avant d'investir dans une entreprise, les gens vont vouloir avoir accès aux informations comptables pour voir, par exemple, est-ce que l'entreprise est rentable, combien l'entreprise a de dettes, euh, c'est quoi le roulement des comptes à recevoir, etc. Des fournisseurs pour valider que vous avez les reins assez solides, entre autres, pour être capable d'avoir un compte ouvert, entre autres, ou d'être capable de passer des commandes. Les clients peuvent avoir besoin de ces informations-là. Bien sûr, les prêteurs, un peu comme si vous allez dans une banque, vont vous demander votre historique de crédit. C'est un peu de la même façon pour l'information comptable. Et bien sûr, les autorités gouvernementales. Et on parle, dans ce cas-ci, on pourrait parler, entre autres, des rapports d'impôts. Et quand on parle de l'intérieur, à l'interne de l'entreprise, certains salariés pourraient avoir besoin d'informations sur leurs propres données à eux. Puis, on peut parler aussi des gestionnaires et des dirigeants, encore une fois, dans le but d'analyser ce qui s'est passé. En fait, quand on parle du PODC, on pourrait retourner au PODC ici, planifier, organiser, diriger. Et finalement, dans ce cas-ci, on pourrait aussi parler de contrôle. Donc, de s'assurer à l'aide des chiffres que toutes ces informations-là sont valides. La structure de la comptabilité, habituellement, et là, ça va dépendre de la grandeur de l'entreprise, on va parler d'un directeur financier, on va parler d'un chef comptable, on va parler d'un responsable des services, des fournisseurs, des clients, de la comptabilité en général, d'un trésorier puis des collaborateurs. On dit que de façon générale, le directeur financier va être la personne ressource auprès du président directeur général de l'entreprise et c'est cette personne-là qui devrait faire le lien entre le département de comptabilité et de finances et la direction et peut-être même dans certains cas le conseil d'administration. Un comptable, bien qu'on en retrouve dans toutes les entreprises,
peuvent travailler dans, bien sûr, plusieurs secteurs d'activité. Dans plusieurs types d'entreprises, comme je vous parlais tantôt, ça peut être des petites entreprises ou des grandes entreprises, et c'est entre autres ce qui va faire varier les rôles que le département de comptabilité va avoir à jouer. Même chose pour les techniciens comptables, là, tout ça varie selon la taille de l'entreprise. On dit aussi que les entreprises peuvent être privées ou publiques. On les a vues au début de la session. Donc, on est capable de dire qu'une entreprise privée, on pourrait parler d'un Bombardier de ce monde, et d'une entreprise publique, on pourrait parler bien sûr des gouvernements, mais en plus de ça, on pourrait parler d'un Hydro-Québec, de la SQDC, de la SAQ, etc. Des organismes sans but lucratif, bien entendu le gouvernement. Et il y a aussi, ça c'est une spécification de cet emploi-là, des cabinets comptables. Donc, en plus de devoir travailler, en plus de devoir faire partie des entreprises, les comptables peuvent faire partie aussi d'une entreprise à eux seuls qui se spécialise directement dans la comptabilité, dans les services comptables, et ce seront des services offerts à ce moment-là d'autres entreprises. Les tâches peuvent être très, très, très variées, là. Bien sûr, on parle de rentrer des factures, etc. C'est moins le rôle du comptable. C'est moins le rôle du comptable. Par contre, il peut être appelé à le faire. Établir les payes, produire les déclarations de revenus. On pourrait parler de valider, faire des rapports, etc. Ça peut être assez varié comme emploi. La profession comptable, ben, au Québec, elle est régie par l'Ordre des CPA, et ça depuis 2012. L'Ordre des CPA, les autres, ils disent en date d'aujourd'hui. Je n'ai pas fait la vérification aujourd'hui, mais on peut, à cette époque-là, on disait qu'il les était plus de 44 000 membres, que ce soit des CPA ou des futurs CPA. Et on dit qu'au Québec, en général, c'est la troisième ordre. Et dans le troisième ordre, c'est l'ordre qui est le troisième dans l'ordre en importance au Québec. Donc, on dit que la profession comptable est bien sûr régie par un code de déontologie et peut être... et donc, les licences peuvent être invoquées si jamais il y a des manques à l'éthique qui sont faits là-dessus. Je vous invite d'ailleurs à aller voir à la page 248 dans le bas. On parle, entre autres, des savoir-faire requis pour être un comptable. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la classe qui sont intéressées par ce genre d'emploi-là. Vous pouvez donc aller voir, dans le fond, on parle premièrement des compétences, des qualités et des capacités de chacune des personnes qui sont en fait requis pour l'emploi de comptable, ou du moins un emploi en comptabilité. Donc, si jamais ça vous intéresse de voir si vous avez un profil correspondant, c'est page 248 dans le bas. Par la suite, il y a bien sûr la comptabilité de base. Je ne vais pas m'étendre parce que vous allez avoir des cours de comptabilité. Je vais vous expliquer par contre en quoi ça sert, chacun des états financiers, mais je ne vais pas vous apprendre à le calculer officiellement. Je laisse le soin à mes collègues en comptabilité pour vous expliquer le tout. Donc, premièrement, on a ce qu'on appelle les actifs. Donc, les actifs, on peut aussi les appeler les avoirs. Donc, qu'est-ce que la compagnie a là? On peut parler d'argent, on peut parler de placement, on peut parler de biens immeubles, on peut parler d'équipement. Bref, l'actif, c'est qu'est-ce que la compagnie possède. Ça peut être physique ou non. On a aussi ce qu'on appelle les passifs. On pourrait aussi les appeler les dettes. Donc, dans ces dettes-là, on peut retrouver des hypothèques, des prêts financiers, des comptes à recevoir, des comptes à payer plutôt. Ça fait toute partie de ça. Et finalement, les capitaux propres. Qu'est-ce qui sont les capitaux propres? C'est l'argent qui a été investi de la part d'actionnaires ou autres à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est l'argent qui a été injecté, qui est prêté de la part d'un tiers personne, sans être nécessairement une dette. Donc, si, par exemple, je pars une entreprise, je décide de mettre 10 000 $ dans le compte de banque en partant, bien, ces 10 000 $-là fait partie des capitaux. Voici un exemple d'un bilan. Donc, c'est un exemple d'un bilan qu'on retrouve d'ailleurs dans le manuel à la page... En fait, vous en avez plusieurs exemples,
Vous pouvez aller voir à la page, je l'ai sauté pour faire, il est à la page 252 pour ceux que ça intéresse. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce que ça peut avoir de l'air et surtout ce que ça comprend. Donc, premièrement, vous avez dans les actifs, on dit qu'il y a des actifs qui sont à court terme. Donc, c'est de l'argent qu'on peut aller voir, aller chercher rapidement. Et on a ce qu'on appelle du long terme, qu'on appelle dans le cadre de l'immobilier, pas de l'immobilier, mais dans le cadre de la comptabilité, des immobilisations. Donc, la différence entre les deux, c'est vraiment la facilité ou ce qu'on appelle la liquidité, c'est-à-dire le nombre de temps que ça prend avant que je puisse toucher à l'argent directement. Par exemple, j'ai la fameuse encaisse, autrement dit, le compte de banque. Le compte de banque, ça veut dire que c'est de l'argent qui est disponible directement, alors que si je vais dans mes immobilisations plus bas, bien, par exemple, un bâtiment, bien, si j'ai un bâtiment, il y a une valeur de 625 000 $. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas de l'argent que j'ai disponible dans mes mains. C'est de l'argent qui est potentiel. Donc, il faudrait que je vende mon bâtiment pour avoir cet argent-là, pour pouvoir le dépenser ailleurs. Donc, on a dans l'actif à court terme, en caisse, les comptes clients. Donc, ça, c'est les factures qui sont non payées. Ils se retrouvent ici. Les stocks et la marchandise. Donc, si on a un entrepôt avec la marchandise, c'est là qu'on le retrouve. Et finalement, on a les immobilisations, qui est finalement les actifs à long terme. Machines, matériel roulant, les équipements de bureau, bâtiments, terrains, etc. Tout ça pour un total d'actifs, dans le cas qui nous intéresse, de 1 475 000 $. Et de l'autre côté, on dit toujours que c'est l'actif d'un côté, puis je vais vous expliquer par la suite, mais on a les passifs de l'autre côté, puis les capitaux propres. Donc, du passif, on dit que chacun des actifs est associé à soit un capitaux propre, soit un passif, donc pour que tout ça balance. Donc, bien sûr, je peux avoir des marges de crédit, qui est une forme de dette. Des comptes fournisseurs, c'est de l'argent que moi, je dois à mes fournisseurs, des salaires à payer à mes employés. Donc, ça, c'est ce qui est du court terme. Et finalement, j'ai le passif qu'on dit long terme. Donc, hypothèque à payer. Donc, c'est une dette qui est, par exemple, qui est existante, mais qui est sur beaucoup plus longtemps que les passifs à court terme qui, eux, pourraient me demander d'être remboursés dans un avenir approché. Finalement, il y a les capitaux propres, donc le capital action, l'argent qui m'a été versé contre des parts de l'entreprise. Donc, c'est de l'argent que je dois aux actionnaires. Dans ce cas-ci, on a 440 000 et finalement des bénéfices non répartis qui en fait de l'argent qui est de 100 000 $. Tout ça dans le but de dire qu'au final, le passif plus les capitaux propres sont de 1 475 000, ce qui est l'équivalent de l'actif. Donc, d'un côté, j'ai de l'actif, de l'autre côté, j'ai du passif et des capitaux propres. On va le voir d'ailleurs. On dit que l'équation comptable, c'est comme ça que ça s'appelle, donc qui dit en fait les biens que l'entreprise possède puis les ressources financières. Donc, on dit que l'actif est égal au passif plus les capitaux propres. Donc, tout ça, l'équation doit toujours être équivalente. Sinon, il manque quelque chose à quelque part. L'état des résultats, en fait, ce que c'est sur une période d'1 an. On dit que le bilan est à une date fixe. Donc, c'est une photo à une date fixe de ce qui est de l'état financier de l'entreprise. Alors que l'état des résultats, ce que c'est un historique de ce qui s'est passé à travers 1 an. Donc, étape numéro 1, on dit que ça récapitule tout ce qui a été gagné par l'entreprise au cours de la dernière année. On dit des sommes reçues pour les ventes et des services en particulier, spécifiquement. Il peut y avoir d'autres formes de revenus aussi. Et en deuxième partie, on a ce qu'on appelle des charges, c'est-à-dire des dépenses. Donc, on a des produits d'un côté puis des charges de l'autre côté. Produits positifs, charges négatives. Dans le but d'en dégager des entreprises. Donc, d'en dégager des profits. Donc, l'intérêt de ça, c'est, par exemple, si je fabrique, je vais fabriquer aujourd'hui une manette. Donc, pour fabriquer cette manette-là, j'ai vendu des manettes, donc, mais j'ai eu des produits associés. J'ai fait des sous, les gens m'ont payé pour ça, mais ça, c'est un revenu.
Et finalement, j'ai eu ce qu'on appelle des charges, donc des dépenses. Donc, il a fallu que j'achète du plastique, il a fallu que j'achète des métaux, il a fallu que j'engage des employés, il a probablement fallu que je paye de l'électricité, etc., etc. Et donc, ce sont des dépenses. Ce qu'on retrouve dans le bas, c'est produit moins charge est égal au résultat de l'exercice, qu'on dit que c'est un bénéfice ou une perte. Contrairement à l'impôt des particuliers, les entreprises vont être imposées sur la différence entre les deux. Pourquoi? Ben, c'est pas logique de les faire payer de l'impôt sur l'argent qu'ils ont gagné, alors qu'ils ont eu beaucoup de dépenses associées à ça. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on fait les produits, donc les revenus, moins les charges, qui sont les dépenses, qui donnent en fait la différence entre les deux, qui est soit un bénéfice ou une perte. Dans certains cas, ça peut être une perte, et dans d'autres cas, ça va être un bénéfice. Donc, l'état des résultats, il sert à ça. Voici un exemple d'état des résultats. D'ailleurs, vous le retrouvez à la page 256 dans le haut, le tableau, la figure 9.7. Donc, en fait, ce que ça explique ici, c'est dans la première partie, on parle des produits d'exploitation, donc produits égale revenu. Donc, on dit qu'on a fait des ventes à crédit et on a fait des ventes au comptant. Tout ça pour un total de revenus de 755 500 $ pour l'année. Et ce qu'on dit par la suite, c'est que la marchandise, elle nous a coûté 446 500 $. Donc, ce qu'on appelle la marge bénéficiaire brute, vous verrez plus tard ce que ça veut dire, c'est de 300 000 $. Donc, la marge brute que j'ai faite sur mes produits est de 309 000 $. Par la suite, ce qu'on dit, c'est sur ce 309 000 $-là, j'ai eu d'autres dépenses associées à ça pour arriver à créer mon revenu. J'ai eu des salaires à payer, j'ai eu des loyers, j'ai eu des assurances, des fournisseurs de bureau, des télécommunications, etc. Donc, toutes mes dépenses entrent dans cette portion-là. Et ce qu'on dit, c'est qu'on va prendre le 309 000 de marge bénéficiaire brute sur lequel on va déduire les charges d'exploitation qui sont dans ce cas-ci d'un total de 171 070 $. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'au final, le bénéfice net, dans ce cas-ci, qui est un profit de l'entreprise Brico Décor pour l'année qui se termine le 31 décembre 2018 est de 137 930 $. Donc, ça, c'est le bénéfice net. Et cette portion-là, c'est avant impôt. Et par la suite, on va aller imposer ce montant-là de l'entreprise pour les deux paliers de gouvernement là, vont venir chercher leur petit bout. Si ça vous intéresse, je vous recommande fortement de faire l'exercice de la page 257 qui s'appelle « Exercez-vous ». On dit à partir de la liste de comptes qui vous est fournie, indiquer si ils font partie, premièrement, de l'état des résultats ou du bilan. Fiez-vous aux deux exemples que vous avez, ça va vous faciliter la tâche. Et par la suite, vous allez devoir dire dans lequel de ces comptes-là il s'applique. Donc, est-ce que c'est une charge? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un passif à court terme? Est-ce que c'est une immobilisation, etc.? On le verra en classe à notre tour la semaine prochaine. Si on continue, on dit que les systèmes d'information, bien que habituellement on utilisait majoritairement des systèmes manuels, on a commencé à utiliser des systèmes informatisés qui simplifient beaucoup la tâche. Ce que vous allez voir quand vous allez commencer à travailler la comptabilité, il y a beaucoup de reports d'informations, entre autres dans des grands livres, dans des états de compte, etc. Ce qui fait en sorte que ce qui facilite la tâche grâce aux logiciels qui, eux, vont faire cette tâche-là à votre place, ce qui évite aussi les erreurs, bien sûr. On dit que ça facilite la rapidité de traitement, réduction des erreurs nécessairement. Donc, il n'y a pas de question d'erreur, puis de virgule, puis de je l'ai-tu transféré ou je ne l'ai pas transféré. La rapidité dans l'élaboration des états financiers. En fait, les logiciels sont conçus pour créer des états financiers, ce qui permet en bout de ligne de les générer de façon automatique ou du moins quasi-automatique avec certaines vérifications à la fin. Et finalement, la transmission automatique des déclarations fiscales. Les déclarations fiscales, c'est quoi? C'est les rapports d'impôt. On peut aussi parler des rapports de TPS TVQ pour les entreprises. On pourrait parler d'acompte provisionnel
etc. Vous apprendrez probablement au cours de votre formation qu'est-ce que chacun de ces mots-là veut dire. Voici quelques exemples rapides de logiciels. On parle de Sage 50, les fameux QuickBooks, qui sont des outils en ligne, souvent utilisés par les PME, QuickBooks. Akumba, un des principaux avantages d'Akumba, selon ma connaissance à moi, selon mon expérience à moi, c'est qu'ils ont un super système de gestion de l'inventaire, donc utilisé dans certains cas, et finalement, Avantage, qui est un autre outil. Dépendamment de où vous étudiez et qu'est-ce que vous étudiez, vous apprendrez soit un, soit plusieurs de ces logiciels-là. Par la suite, on a la fameuse analyse du seuil de rentabilité, aussi ce qu'on appelle le point mort. Vous voyez le calcul ici, je vais surtout vous parler du graphique qui suit. Donc, en fait, ce qu'on essaie de voir ici, c'est à partir de quand on devient, ou l'entreprise devient rentable. On retrouve d'ailleurs ça, on met deux équations égales l'une à côté de l'autre, donc on joue un peu à de l'algèbre pour ceux qui aiment les maths, ce qui nous permet de voir le point mort, donc le point central. C'est exactement ce qu'on retrouve ici. Donc, vous avez une première courbe qui sert à vous parler des coûts, puis une deuxième courbe qui sert à vous parler des revenus. Pourquoi on vous parle de ça? En fait, on peut avoir des ventes, puis on peut avoir des revenus qui sont un peu différents, ce qui fait en sorte qu'on a ce qu'on voit dans le bas, d'ailleurs ici, c'est une zone de perte. Ce qu'on dit, pour vous expliquer rapidement, là, vous pouvez aussi aller voir à la page... Vous pouvez aussi aller voir à la page 260, ça vous donne une idée et ça vous donne une façon. À 260, 261 dans le haut, ce sont des graphiques qui sont associés avec des chiffres pour ceux qui sont plus visuels. Donc, en fait, en orange, ce qu'on retrouve, c'est la courbe des ventes et par la suite, ce qu'on a en jaune, c'est la courbe des coûts. Avant de produire, la majorité des entreprises, avant de commencer à produire et d'avoir $1 de revenus, doivent souvent engendrer des dépenses. Genre, je dois avoir une usine avant de produire une bouteille de ketchup, par exemple. Ce qui fait en sorte que, comme vous le voyez ici, souvent, le seuil de début, qu'on appelle entre autres des charges fixes, va être, même à 0 unité vendue, ça m'a déjà coûté $1. Okay? Donc, et finalement, ces charges-là peuvent baisser et on peut avoir entre autres ce qu'on appelle des économies d'échelle que vous verrez plus tard. Mais en gros, on est capable de déterminer un coût, puis une équation mathématique autour de ça. Par exemple, j'ai un coût, une équation mathématique pourrait par exemple être j'ai un coût fixe de $1000 et par la suite, ça me coûte $1 par unité produite. Donc, l'unité 0 me coûte $1000 et l'unité 1 va me coûter $1001. Okay? Et ainsi de suite. Ce qui arrive, c'est que les ventes, elles, à 0 unité vendue, habituellement, sont à $0. Donc, ce qu'on essaie de faire ici en mettant les deux équations une à côté de l'autre, c'est d'être capable de dire à partir de quel moment 100% de mes coûts sont couverts et sur lequel je commence à faire de ce qu'on appelle, et ce qu'on voit ici en orangé, la zone de profit. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je le vois. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est le nombre d'unités à partir duquel mon entreprise commence à faire du profit. Donc, comme je vous disais, je vous recommande fortement d'aller voir les chiffres de la page 260 et 261. C'est un cas un peu plus réel qui peut vous donner une idée sur les seuils de rentabilité puis comment on les calcule avec des vrais chiffres. Donc, ça peut être plus facile de le voir à ce moment-là. Autre point, on parle du cycle d'exploitation. Le cycle d'exploitation, c'est quoi? C'est en fait de dire les opérations courantes comprennent essentiellement, premièrement, on dit qu'il y a l'achat de la marchandise, la fabrication, le stockage puis la vente. Donc, le cycle, c'est quoi mon étape numéro 1? À la limite, moi, je pourrais même ajouter, il y a la conception avant toutes ces choses-là. Donc, j'ai la conception,
Par la suite, il faut que j'achète mes marchandises, il faut que je le fabrique, il faut que je le stocke et finalement, il faut que je le vende. Vous comprendrez que le stockage dans le cas de service, c'est plus compliqué. Donc, effectivement, dans certains cas, ce cycle d'exploitation-là va être plus ou moins long, dépendamment du genre d'entreprise que vous avez. On a aussi des entreprises qui ont du recherche et développement. On a des entreprises qui, le système de fabrication est plus complexe, parfois peut-être devoir changer d'usine, etc. Donc, le processus peut être plus ou moins long, dépendamment de l'entreprise. C'est une version simplifiée. Ce que je veux que vous compreniez de ce fameux dessin ici, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement. On a ce qu'on appelle de l'actif à court terme, donc qui était en fait de l'encaisse, on parle entre autres de l'encaisse, on parle des comptes clients, on parle des stocks. Donc, c'est des trucs qu'on appelle, qui disent liquides. Ils sont facilement transformables en argent pur. Par la suite, on a ce qu'on appelle les passifs à court terme, qui sont les dettes à court terme à payer. Et surtout, ce qui est le plus important ici, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est quoi? C'est la différence entre les deux. C'est l'argent qu'on a, qui est relativement liquide, qui n'est pas attribué à aucune dette. Et ça, c'est souvent une des problématiques où, de la part des entreprises, particulièrement les PME, il y a plusieurs entreprises qui ferment simplement à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire ce qu'on appelle un roulement. Donc il manque littéralement de liquidité pour arriver à générer de l'argent, à acheter des nouveaux matériaux pour être capable de les produire, par exemple. Les fameux ratios, pour ceux que ça intéresse, qui sont vraiment intéressés par, entre autres, la finance et la comptabilité, vous pouvez aller voir de la page 264 et autres. Je n'embarquerai pas dans ces calculs-là pour la simple et bonne raison qu'il y aura des enseignants qui vont être beaucoup plus poussés que moi pour vous expliquer ce genre de calcul-là. Je les ai déjà faits, je les ai déjà utilisés, mais je ne crois pas que de vous résumer ça sur un PowerPoint va être pertinent. Pour ceux qui ont vraiment un intérêt pour ça, vous pouvez aller lire sur quels sont les calculs de chacun de ces ratios-là. Donc, un ratio, c'est quoi? C'est un indicatif chiffré sur des valeurs économiques de l'entreprise pour être capable de calculer, entre autres, la santé de l'entreprise. On peut avoir, entre autres, donc, on peut parler de valider sa performance. On peut valider son taux d'endettement. Est-elle très endettée ou très peu endettée? Sa solvabilité. Est-ce que l'entreprise va pouvoir me payer? Est-ce que l'entreprise est rentable ou non? Une entreprise peut être super performante puis pas rentable en même temps. Sa santé financière de façon générale. Donc, ces ratios-là servent à ça. On a, entre autres, les ratios de liquidité qui mesurent la capacité de l'entreprise dans ses engagements à court terme, la quantité d'argent liquide dont je vous parlais. Les ratios d'équilibre sur la structure financière, on va parler du ratio d'endettement, donc le nombre d'actifs en comparaison avec les dettes que l'entreprise a. Ratio des gestions d'activité, délai moyen de recouvrement des comptes clients. Ça aussi, c'est une des grosses problématiques. Souvent, c'est une portion qu'on oublie, qu'on néglige. Par contre, si nos clients ne nous payent pas ou nous payent longtemps après, ça peut avoir des grandes répercussions, entre autres sur le taux de roulement, sur le fonds de roulement de l'entreprise. Ratio de rotation des stocks. Est-ce que j'ai beaucoup de stocks dans mon entrepôt? Puis est-ce que mon stock reste là longtemps? Est-ce que ça me cause des problèmes ou pas? Donc, les coûts de stockage, c'est important de comprendre que ce sont des coûts. Donc, plus j'ai du stock, plus j'ai besoin d'un grand entrepôt. Et plus j'ai besoin d'un grand entrepôt, plus les frais risquent d'être élevés en conséquence. Ratio de rentabilité. Donc, rentabilité qu'on appelle entre autres des capitaux propres et ratio de la marge nette. Comme je vous ai dit, vous pouvez aller voir tous ces indicateurs-là aux pages 2, 64, 2, 65 et plus. Ils vous montreront même comment les calculer et un petit peu comment les analyser. Mais si vous comptez continuer dans ce genre
de domaine-là à l'université, vous aurez des cours qui seront spécifiques à ça. Donc, planification de la trésorerie, c'est un tableau qui va regrouper, en fait, les prévisions d'entrée puis de sortie d'argent à plus ou moyen terme, d'être capable d'avoir un budget, mais non seulement un budget, mais d'être capable de voir quand est-ce que l'argent sort puis quand est-ce que l'argent rentre pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème dans cet équilibre-là et qu'il y ait suffisamment de fonds à l'intérieur de l'entreprise. Sinon, on va devoir essayer de trouver d'autres moyens pour, entre autres, avoir plus de liquidité. Par la suite, on a les formes de financement. Et on dit qu'il y a des formes de financement pour pallier entre autres, au manque de liquidité, mais en plus de ça, au manque pour développer des projets. Donc, des fois, on n'a pas l'argent maintenant, mais on sait que le projet va être super rentable, ce qui va faire en sorte qu'on peut aller emprunter de l'argent si notre taux d'endettement n'est pas trop élevé. On parle de l'autofinancement. Donc, ce qu'on dit, entre autres, de l'autofinancement, c'est que c'est de nous-mêmes financer nos projets. Donc, par exemple, l'année passée, on a eu un bon bénéfice, on a gardé cet argent-là et maintenant, on le réinvestit, entre autres, peut-être dans une nouvelle usine, dans une nouvelle production. On parle du crédit commercial, donc du crédit rapide à avoir et d'une marge de crédit qui, en fait, est une dette qu'on dit ouverte avec un plafond maximum. Qui fait en sorte que vous allez pouvoir emprunter plus ou moins d'argent sur des périodes données. Et finalement, le financement à long terme, premièrement, les actions. Mais vous comprendrez que je ne peux pas, pour émettre des actions, ça prend un certain délai, recevoir l'argent aussi, valider les transactions. On peut aussi avoir des obligations et on peut avoir des prêts, un prêt, entre autres, de la banque ou d'autres institutions. Nécessairement, ce qui dit prêt dit risque. Et donc, quand on parle de risque, on peut vouloir dire, entre autres, d'être capable de rembourser. Donc, c'est bien être capable d'emprunter de l'argent si l'entreprise est en bonne situation financière, mais c'est aussi important d'être capable de les rembourser. Et ça, on doit essayer de le calculer à l'avance. On doit habituellement le calculer des deux côtés. On dit l'emprunteur va valider que la personne à qui il prête l'argent est capable de rembourser. Et en sens inverse, vous devez aussi vous valider que vous êtes capable de rembourser selon les prêts et selon les termes et l'échéance qui est déterminée à l'avance. C'est tout pour la présentation PowerPoint d'aujourd'hui. Elle était relativement courte. Je vous recommande fortement d'aller voir à la page 277 qui dit en bref. Donc, c'est un gros, on ne le voit pas très bien, c'est un grand diagramme qui va vous expliquer en fait la hiérarchie de tous les, excusez, de tout l'impact de la comptabilité au sein de l'entreprise, des états financiers, etc., comment ça s'est produit, qu'est-ce qui les comprend, puis c'est quoi l'impact que ça peut avoir. Et je vous donne en devoir à la page 278 les questions de révision qui sont dans le haut ici, qu'on révisera en classe ensemble. Donc, pour ceux qui n'ont pas le manuel est disponible à la biblio. Sinon, vous pouvez toujours demander à vos amis de prendre en photo ces questions-là et on révisera ça ensemble au cours de la semaine prochaine. Sur ce, je vous recommande fortement d'avancer votre PFI. Pourquoi? Parce qu'elle est à remettre dans 2 cours, donc pas le cours prochain, mais l'autre d'après pour le rapport numéro 2. Et de commencer à étudier parce que l'examen s'en vient. Donc, sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de tempête de neige et on se revoit. Bye!